dans le SDRA. Très bien. Tout d'abord, un très grand merci à la commission scientifique de m'avoir invité pour parler dans cette session de la VNI dans le SDRA. Alors, tout d'abord, bien, vous savez, on a tous quelques conflits, mais en tout cas, je n'ai pas de conflit d'intérêt, du moins en rapport avec cette présentation. VNI dans le SDRA, eh bien, on peut dire que c'est une dernière frontière. Alors, vous voyez dans cette diapositive qui est un petit peu romantique, on peut dire que le SDRA, c'est la forme la plus sévère de l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est une atteinte diffuse du poumon. Ça a été souvent d'ailleurs un critère d'exclusion dans les études sur la VNI et peut se poser le problème finalement d'une assistance ventilatoire qui, quoi que l'on dise, sera discontinue en termes par exemple de recrutement ou de dérecrutement alvéolaire. Et donc finalement, il y a très peu d'études. La première, c'est celle, à ma connaissance, c'est celle de Recker en 1999, où l'on est effectivement frappé par l'optimisme de ce travail, où finalement les auteurs sont très heureux de nous dire qu'ils ont pu éviter l'intubation dans 50% de leurs patients. Vous voyez, c'est un petit effectif, 10 patients, 12 épisodes de SDRA, intubation évitée dans 50% des cas. Toujours un petit peu en introduction, peut-être pas l'opposé, mais vous avez en tout cas ici ce travail de Massimo Antonelli, publié en 2007. C'est à ma connaissance le travail qui a inclus le plus de patients en SDRA, traités par VNI. C'est une étude de cohorte multicentrique, et il retrouve 50% de succès, avec dans ce groupe de succès défini par l'absence d'intubation, moins de pneumopathie nosocomiale et une mortalité moindre. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Vous voyez, il montre déjà du doigt finalement les patients qui étaient en échec de ventilation non invasive, qui étaient les patients les plus graves et pour lesquels la ventilation non invasive n'était peut-être pas capable d'améliorer de façon suffisante l'hypoxémie de ces patients. Alors, peu d'études. Vous voyez ici, si l'on essaie de les regrouper, alors la liste n'est peut-être pas exhaustive, j'en ai peut-être oublié quelques-unes. Vous avez ici le pourcentage de succès, défini effectivement comme l'absence d'intubation. Et puis là, les chiffres, c'est les nombres de patients inclus dans ces différentes études. Vous voyez que finalement, c'est une poignée de patients, c'est quelques études. Et on peut dire que globalement, VNI dans le SDRA, c'est 50% de succès. Alors ça, c'est la version optimiste. On pourrait dire, version un petit peu plus pessimiste, 50% d'échecs. Et ces échecs nous ont amenés à dire quelques messages, on va dire, de prudence, sans parler forcément de polémique. Message de prudence, le premier, c'est celui-ci. Antonelli, lui encore, CCM 2007. Vous voyez, lorsque ces patients ont son succès de VNI, la mortalité est très faible. Mais par contre, dans ce groupe de SDRA, lorsqu'ils sont effectivement en échec de ventilation non invasive, même si c'est un travail qui a près de 10 ans, il retrouvait 50% de mortalité. 50% de mortalité dans le SDRA, c'est important, c'est peut-être trop important. L'autre message de prudence, vous voyez ici Damoclès avec son épée, c'est se dire bien que finalement, la VNI peut peut-être aggraver les lésions pulmonaires. Est-ce qu'on est certain d'avoir une ventilation finalement protectrice en ventilation non invasive? Et puis, troisième message de prudence, finalement, c'est aussi se dire, on a peut-être un effet bénéfique de la VNI, mais est-ce vraiment un vrai bénéfice, ou bien est-ce que ça concerne des patients finalement moins sévères, et quand on dit moins sévères, on dit souvent, finalement, est-ce que ce sont vraiment des SDRA? Alors, message de prudence, à tel point que le consensus français sur la VNI en 2006, eh bien, ne retrouve pas, on va dire, une indication de VNI dans le SDRA. Alors, message de prudence, oui, mais, car vous savez que depuis depuis 2 ans, 2-3 ans, la famille du SDRA s'est agrandie. Nous avons maintenant des SDRA légers ou doux, avec un rapport PF entre 200 et 300, SDRA modéré, SDRA sévère, rapport PF entre 200 et 300, entre 100 et 200 ou inférieur à 100, inférieur ou égal à 100, toujours avec une PEP supérieure ou égale à 5 cm d'eau. Et cette classification, dite de Berlin, a permis à des experts, et d'ailleurs
de façon tout à fait louable, de proposer une stratégie de prise en charge en fonction de la gravité de ces ARDS. Et vous voyez que pour les ARDS légers, apparaît la ventilation non invasive. Super. Et donc finalement, est-ce qu'ils ont raison? Ce sont les experts, probablement. Vous voyez ce travail de Zahn, publié en 2012, c'est une étude randomisée contrôlée. VNI versus oxygène, rapport PF 225 sous VNI, probablement des SDRA légers, 40 patients inclus, 20 dans chaque groupe, et vous voyez une différence significative en termes d'intubation, avec un résultat exceptionnel. Vous voyez 95% de succès dans le groupe VNI. Je tiens à vous rassurer, même à Bordeaux, nous n'avons pas ces résultats. Par contre, ce sont des patients extrêmement sélectionnés. Vous voyez 40 patients inclus dans 10 réa sur 3 ans. Alors, VNI chez les patients en SDRA léger, il y a un avis d'expert, une étude randomisée contrôlée favorable. On pourrait dire que jusqu'ici, tout va bien. La question, c'est qu'en est-il des SDRA modérés? Alors, on pourrait s'arrêter là, mais je pense qu'il y a quand même une place, une petite ouverture, y compris dans ce sous-groupe de patients. Pourquoi? Eh bien parce que la ventilation non invasive, c'est une technique qui est de plus en plus utilisée, y compris d'ailleurs dans l'insuffisance respiratoire aiguë, hypoxémie. C'est une technique de plus en plus utilisée et c'est une technique que l'on connaît de mieux en mieux. C'est une technique que l'on sait probablement optimiser et c'est une technique que dans ce cas particulier du SDRA que l'on peut optimiser et c'est une technique que l'on doit optimiser. Alors, quels sont les objectifs de toute ventilation? Objectifs de toute ventilation, moi j'en connais au moins 3. C'est d'améliorer les échanges gazeux, c'est, dans le cas présent, donc diminuer l'hypoxémie, c'est de prendre en charge l'effort inspiratoire, finalement diminuer les signes de détresse, sans léser le poumon. Alors, l'amélioration de la PO2 sous VNI, ça on le connaît, ça marche. Antonelli, 1998. Vous voyez, la ventilation non invasive est capable d'améliorer le rapport PF de façon significative. Cette amélioration de la PO2, c'est en grande partie due à la PEP. Si l'on regarde ce travail d'Erwanler, travail physiologique, 10 patients, 8 ARDS, eh bien, vous voyez que ces patients, à pression, on va dire, inspiratoire maximale constante, eh bien, ce sont ceux pour lesquels la PEP a été la plus importante, qu'il y a eu la plus grande amélioration du rapport PaO2-FiO2. Cette PEP, donc, c'est une condition nécessaire. Donc, vous voyez, si l'on regarde les différents niveaux de PEP utilisés dans la littérature, quand elle est disponible, eh bien, vous voyez que ça va de 5 en moyenne, de 5 à 7 cm d'eau. Et je pense qu'en VNI, si vous faites de la VNI dans le SDRA, eh bien, il faut utiliser des niveaux de PEP d'au moins 6 cm d'eau. Et c'est vrai qu'en VNI, eh bien, ces niveaux de PEP vont être plutôt modérés, puisqu'on peut très rarement aller au-delà de 8 cm d'eau. 8-10 semble être un maximum. Alors, cette PEP, c'est une condition nécessaire, probablement pas suffisante. Je n'insisterai pas sur ce travail de Christophe Delclos, sur la CPAP, qui est un travail négatif. Si la PEP, ce n'est pas suffisant, il faut peut-être de l'aide inspiratoire. Alors, l'aide inspiratoire, quel est son intérêt physiopathe? L'un de ses intérêts physiopathes, on va dire, le plus marquant, eh bien, c'est que ça prend en charge l'effort inspiratoire. Toujours dans ce travail physiologique. Vous voyez, c'est les patients qui ont le niveau d'aide, entre guillemets, le plus important, qui voient leur travail respiratoire diminuer de façon le plus significative. Alors, comment titrer cette aide inspiratoire? Vous voyez, dans les différentes études, là encore spécifiquement sur le SDRA, études de cohorte, d'expérience clinique, eh bien, vous voyez, ce niveau d'aide varie entre 8 et 14 cm d'eau en moyenne. Souvent, en aide inspiratoire, on titre le niveau d'aide, certes pour essayer de diminuer l'effort inspiratoire du patient, mais aussi pour avoir un objectif de volume courant expiré, qui, dans ce cas-là, doit être, entre guillemets, protecteur. Et donc, on titre pour avoir une aide inspiratoire et un volume courant entre 6 et 8 millilitres par kilo.
Mais vous savez que les déterminants du volume courant, il n'y a pas que le niveau d'aide, et c'est ce qui complique un peu la situation. Vous avez la compliance du système respiratoire et vous avez aussi l'intensité des efforts inspiratoires du patient. Alors, aide inspiratoire, PEP, tout ça, ça nous donne une pression, on va dire, inspiratoire maximale. Vous voyez, là encore, dans les études spécifiquement sur le SDRA, ça évolue entre 12 et 20. Mais je voudrais attirer votre attention sur ce travail de Foti, AJRCCM 1997. C'est une étude d'ailleurs qui n'était pas faite finalement pour montrer ce résultat. J'ai des malades qui sont en aide inspiratoire et ils ont eu la possibilité de faire une occlusion sur un ancien ventilateur, un Servo 900. Une occlusion en fin d'inspiration, vous voyez, ils constatent que la pression finalement générée intrathoracique est supérieure à la pression aide inspiratoire plus PEP. Et donc, peut-être l'un des messages, c'est de limiter votre pression inspiratoire maximale pour qu'elle ne soit pas, donc c'est le cas manifestement dans la plupart de ces études, mais qu'elle ne dépasse pas 20-25 cm d'eau. Ce n'est pas forcément très scientifique, ce que je vous dis là, ça ne s'appuie pas sur des recommandations majeures, mais c'est peut-être un message de prudence. Optimiser la VNI, c'est optimiser l'interface, mais même si ça me fait un peu mal de vous dire ça, je pense que l'interface en 2014, ce n'est plus trop le problème. Par contre, je crois qu'il faut absolument utiliser un mode VNI. Optimiser la VNI, c'est peut-être aussi l'optimiser dans sa posologie et son rythme, mais je crois que là, il faut être un petit peu italien. Pourquoi je vous dis ça? Bien parce que nos collègues italiens ont une stratégie un petit peu différente d'administration de la VNI. Ils la font, vous voyez, plutôt de façon continue. Mais toujours est-il, le message, c'est peut-être qu'il faut en faire davantage que dans une simple décompensation de BPCO, où on dit classiquement, si l'on reprend la littérature, décompensation de BPCO, c'est au moins 8 heures de VNI. Là, dans ce cas-là, il faut probablement en faire plus. Bien sûr, ça va dépendre de la gravité. Et nous faisons des séances de 1 à 2 heures, parfois plus, systématiquement toute la nuit, chaque fois que l'on peut, séparées par des périodes de ventilation spontanée de 1 demi-heure à 2 heures maximum, ce qui nous donne des durées de VNI souvent largement supérieures à 12 heures par 24 heures. Bien sûr, ça va dépendre de la gravité de votre patient. VNI, jusqu'où aller il est important, à mon avis, d'avoir des facteurs prédictifs d'échec. Ces facteurs prédictifs d'échec, j'en ai retrouvé au moins 3. Le premier, c'est la gravité des patients, et notamment la gravité du SDRA. Si l'on regarde ce travail d'Arnaud-Thiel publié en 2013, vous voyez que dans sa cohorte de patients de SDRA sévères, nouvelle définition de Berlin, ils sont pratiquement tous intubés. Et donc je pense que l'on peut régler le problème de l'indication de la VNI dans ce sous-groupe de patients ARDS sévères, où là, clairement, je crois qu'il n'y a pas d'indication, c'est un feu rouge. Alors bien sûr, on peut griller un feu rouge, mais c'est prendre un risque, en tout cas pour vos patients. Deuxième facteur prédictif d'échec, c'est l'état de choc, entre guillemets, l'instabilité hémodynamique. Je vous présente ici ce travail de Rana, 2006, où vous voyez, chez tous ces patients choqués, eh bien, ils ont tous été en échec de ventilation non invasive. Et, j'espère que ce n'est pas une censure, et son message, eh bien, c'est finalement de dire que l'instabilité hémodynamique, c'est une contre-indication majeure à la ventilation non invasive. Eh bien, là, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas que moi, mais le consensus français, l'état de choc, l'instabilité hémodynamique est une contre-indication absolue de la VNI, surtout si vous le faites dans cette indication de SDRA. Le troisième facteur prédictif, c'est l'oxygénation imparfaite. Et ça a déjà été pointé du doigt par Massimo Antonelli. Vous voyez, où finalement, très précocement, à 1 heure de VNI, il était capable de discriminer, simplement sur ce rapport PF, les patients qui allaient être en échec de VNI, des succès. On retrouve également ce seuil, dans l'entour de 150, pour faire, dans ce travail d'Arnaud-Thiel, où effectivement, vous voyez, si vous faites de la VNI chez des patients qui sous VNI ont un rapport PO2 FiO2 inférieur à 150, vous êtes à haut risque d'échec. Alors, je ne veux bien sûr choquer personne, mais pour moi, ce n'est pas en soi un critère absolu d'intubation. On m'a toujours appris qu'il ne fallait pas intuber un gaz du sang. Je n'intube pas sur un rapport PF. Néanmoins, faire de la VNI dans le SDRA, optimiser la VNI, c'est aussi savoir s'arrêter. Et donc, quand s'arrêter? Quand vous avez des critères classiques d'intubation. Alors, critères classiques d'intubation,
coma, épilepsie, état de choc, acidose. Bref, vous verrez souvent dans la littérature, c'est souvent dit à la discrétion du réanimateur. Et donc moi, je vais vous donner mes critères discrets d'intubation. C'est quand apparaît une contre-indication à la VNI. Quand vous avez une persistance d'une détresse respiratoire sous VNI, là je crois que là, dans cette indication-là, votre malade continue à être en détresse respiratoire, vous avez optimisé tout ce que vous avez pu optimiser, mais je pense que très vite, il ne faut pas continuer comme ça et intuber ce patient. Devant un patient qui est dépendant de la ventilation non invasive, qui est indébranchable, là aussi. Donc certains disent supérieur à 12 heures, parfois un peu plus, mais là encore, on peut difficilement espérer continuer dans cette voie-là, surtout si c'est un patient avec un SDRA modéré, voire sévère, enfin modéré en tout cas. Et enfin, quand ma ventilation non invasive n'est plus protectrice, et là encore, je vous dirai, je vous présenterai ce travail de Rana. Vous voyez que ces patients qui sont en échec de VNI, eh bien, ils ont un volume courant important, ils ont une ventilation minute importante et un volume courant prédit important, probablement trop important. Peut-être que la ventilation non invasive n'était peut-être pas forcément mal réglée, mais c'était certainement des patients gravissimes. Et effectivement, quand j'ai un malade qui ventile comme un soufflet de forge, eh bien, franchement, je préfère passer à quelque chose de plus invasif. Pour conclure, et là, je vais vous faire une conclusion un petit peu, on va dire, sans nuance. SDRA léger. On peut faire de la ventilation non invasive, je donnerai un feu vert. SDRA sévère, là je crois que là, franchement, rapport PF inférieur à 100, sous PEP 5 cm d'eau, je crois que là, il ne faut pas se poser la question, ce n'est pas une indication de VNI. Et enfin, dans cette zone intermédiaire, mais je crois qu'il y a une petite place, on peut faire certainement un peu de ventilation non invasive. Sous couvert, bien sûr, d'une surveillance, peut-être que l'expertise de l'équipe a son importance, sans finalement que celle-ci soit faire prendre un risque à nos patients si malheureusement ils étaient intubés. Merci de votre attention.